Compte rendu de la 85e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 10 avril 2026 la 86e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Et 4. Enfin, examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. Le président de la République tient à sa volonté de faire de la cité d'Nkamba une ville sainte, telle que déclarée solennellement lors de sa participation à la commémoration du 6 avril 2026. Cela fait également suite aux multiples demandes formulées par les responsables de l'église kimbanguiste, tant lors des échanges directs avec lui-même que par l'entremise des émissaires en audience pour la reconnaissance officielle de ses statuts. Il a rappelé que la cité d'Nkamba, située dans la province du Congo central, constitue l'un des hauts lieux spirituels et historiques le plus important de la République démocratique du Congo. Ces lieux d'origine de la mission spirituelle de Simon Kimbangu, Kamba est reconnu par de millions de fidèles comme la Nouvelle Jérusalem et représente aujourd'hui le centre mondial de pèlerinage de l'église kimbanguiste. En effet, chaque année, cette cité accueille de pèlerins venus de toutes les provinces de notre pays ainsi que de nombreux fidèles provenant de plusieurs régions du monde. Ces rayonnements spirituels exceptionnels confèrent à cette cité une importance religieuse, culturelle et patrimoniale majeure pour notre nation. Ils rappellent le courage spirituel, la dignité et la résistance morale incarnée par le prophète Simon Kimbangu dans les messages de foi, de justice et d'émancipation a profondément marqué l'histoire de notre nation et contribué à l'éveil de la conscience africaine face aux injustices de l'époque coloniale. Le président de la République a souligné qu'une telle reconnaissance vise notamment à préserver le caractère spirituel de ces sites, à organiser les activités de pèlerinage, à protéger son patrimoine religieux et à promouvoir son rayonnement international. Dans cette perspective, il a engagé les gouvernements à enclencher dès à présent les processus devant conduire à la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. À cet effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit avec le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, le ministre de l'Aménagement du Territoire, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, de travailler conjointement afin d'enclencher les diligences nécessaires. Cette démarche aura pour but notamment d'examiner les bases juridiques permettant à l'institution administrative d'un statut spécial pour la cité de Nkamba au regard de la loi, définir un régime particulier des protections et des préservations de son patrimoine spirituel, culturel et historique, mettre en place un cadre de gouvernance et d'aménagement harmonieux et durable, adapté à son caractère de centre international des pèlerinages et proposer les moments venus les modèles juridiques appropriés pour sa consécration officielle en ville sainte. Par cette initiative, notre pays reconnaît et valorise une composante majeure de son patrimoine spirituel et historique, tout en affirmant sa volonté de préserver et de promouvoir les hauts lieux de foi qui contribuent au rayonnement de la République démocratique du Congo dans le monde. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur les suivis de réforme de notre appareil diplomatique. C'est référent à sa communication faite lors de la 83e réunion du Conseil des ministres du 20 mars 2026 relative à la prise en charge systématique des diplomates et des missions diplomatiques de la République démocratique du Congo. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'assurer un suivi rigoureux et soutenu des réformes engagées au sein de notre appareil diplomatique afin de consolider l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de l'action extérieure de notre pays. Il a appelé le gouvernement
à poursuivre avec constance et détermination les réformes déjà amorcées dans la gestion de notre diplomatie, laquelle diplomatie constitue un instrument stratégique de projection de la souveraineté nationale, des défenses des intérêts supérieurs de la nation et des promotions du rayonnement international de notre pays. À ce titre, elle doit s'inscrire résolument dans une dynamique permanente de modernisation, de professionnalisation et de rationalisation de ses modes de fonctionnement afin de répondre aux exigences d'un environnement international de plus en plus compétitif et exigeant. Face aux défis qui subsistent et qui appellent à une attention particulière du gouvernement, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, ministre du Budget, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, les ministres des Finances, ainsi qu'avec les autres ministres sectoriels concernés, de veiller à la mise en œuvre effective et coordonnée des réformes engagées. À cet effet, ils devront notamment assurer la modernisation de l'Académie diplomatique et du protocole d'État, les suivis réguliers de la situation administrative et financière de l'ensemble de nos missions diplomatiques et consulaires et les cas échéants, proposer toutes mesures correctives nécessaires à l'amélioration de leur fonctionnement, notamment à travers la transformation numérique de la gestion diplomatique. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre du Budget et les ministres des Finances ont été chargés de s'assurer de la mise à disposition de ressources nécessaires pour la consolidation de notre relèvement diplomatique. Les derniers points de la communication du président de la République a porté sur le suivi et la mise en œuvre holistique des recommandations de la conférence des gouverneurs de province. À ces propos, le président de la République a commencé par rappeler que la conférence de gouverneurs constitue un cadre institutionnel majeur de concertation entre les pouvoirs centrales et les provinces visant à renforcer la coordination de l'action publique et à promouvoir un développement équilibré du territoire national. Cela passe notamment par l'adoption des recommandations stratégiques relatives à la transformation du secteur agricole, au développement rural, à l'amélioration des infrastructures et de la gouvernance provinciale, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des populations. S'agissant de 3 dernières sessions, la 11e conférence de gouverneurs tenue à Calémie avait formulé 60 recommandations, dont l'évaluation a révélé un taux d'exécution encore limité. La 12e session tenue à Colésie en juin 2025 avait adopté 55 recommandations, tandis que la 13e session tenue à Bandundu-Ville en a formulé 82 autres à mettre en œuvre. Les données de ces 2 premières sessions illustrent les difficultés persistantes dans la mise en œuvre des décisions issues de cette instance, alors même qu'un dispositif institutionnel de suivi existe. En leur qualité des premiers responsables des exécutifs provinciaux, les gouverneurs sont appelés à assurer la traduction opérationnelle et les suivis effectifs des recommandations. À cet égard, il importe de renforcer leur responsabilisation, d'améliorer la coordination avec le gouvernement central et de disposer d'éléments probants permettant d'apprécier objectivement les niveaux d'exécution des mesures arrêtées. Aussi faudrait-il que les exercices d'évaluation constituent des véritables moments de redevabilité permettant d'identifier les progrès réalisés, les contraintes rencontrées et les ajustements nécessaires. Dans cette perspective, le président de la République a martelé que des rapports de TAP sur la mise en œuvre des recommandations devront être produits après chaque session et l'état d'exécution des recommandations de la session précédente ainsi que leur impact sur la vie de la nation fera désormais l'objet d'un point spécifique inscrit à l'ordre du jour de chaque nouvelle session de la conférence de gouverneurs. À cet effet, la Première ministre, en qualité de coordonnatrice de l'action gouvernementale, a été chargée de veiller à l'intégration effective des recommandations issues des conférences de gouverneurs dans les politiques publiques et les programmes sectoriels du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été instruit en collaboration avec le secrétariat permanent de la conférence de gouverneurs et les concours en 3 de son cabinet de proposer un dispositif cohérent et rénové de suivi, d'évaluation et de mise en œuvre holistique des recommandations issues de la conférence de gouverneurs et d'en présenter les rapports y afférents dans un délai de 20 jours. Au 2e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, État et administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état de territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été globalement marqué par les bons déroulements des activités d'accueil des léopards seniors, foot par la population après leur qualification à la Coupe du Monde. L'opinion a salué les professionnalismes de la police nationale dans l'encadrement sans incident de la foule, l'attente de la relance des négociations entre le gouvernement et les représentants de la FCM 23 en Suisse, ainsi que la satisfaction notée à la suite de l'annonce faite par le président de la République de l'élévation de la cité d'Nkamba au statut des villes saintes. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, en exécution des instructions de la haute hiérarchie formulées lors de la réunion du Conseil de ministres du 13 mars 2026, le vice-premier ministre a informé les conseils qu'il s'est tenu une séance de travail avec les responsables des services de sécurité élargis au ministère de Postes et Télécommunications, la RPTC ainsi qu'aux opérateurs de télécom. Les analyses menées ont mis en évidence des recours massifs au service des télécoms par les auteurs des actes criminels. Dans l'attente de la mise en œuvre effective du fichier national d'identification, il apparaît indispensable d'adopter des mesures urgentes, pragmatiques et immédiatement applicables. Il s'agit entre autres de définir des exigences renforcées et obligatoires d'identification pour l'acquisition de cartes SIM, de formuler des mesures visant à limiter le nombre de cartes SIM par individu, d'élaborer une stratégie nationale de relance de la campagne d'identification et de sensibilisation des abonnés incluant les zones rurales, de formuler des dispositions spécifiques relatives à l'identification des abonnés étrangers. Au chapitre des sinistres et catastrophes, un naufrage a été signalé dans la province du Congo central et une pluie torrentielle a fait des dégâts matériels et humains, respectivement le 4 avril dans la province de Mai-Ndombe et le 5 avril dans la province du Sud Kivu. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait le point de la situation opérationnelle, principalement dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et des Littori. Il a été complété pour la partie concernant le Congo central, la ville-province de Kinshasa et les ex-provinces du Grand Bandundu par le ministre délégué chargé des anciens combattants qui a le lead du gouvernement dans les traitements de la question des Mobondo. Au sujet plutôt de la situation épidémiologique, le ministre de la Pêche, représentant le ministre de la Santé publique, a présenté la situation sanitaire dans le pays, caractérisée essentiellement par l'épidémie de choléra. On a noté une très légère baisse des cas suspects, passant de 1161 à 1157, avec 12 décès enregistrés, soit une létalité de 1% contre 0,5% la semaine précédente. La notification du nombre des cas est toujours au-dessus de la barre de 1000 cas par semaine. La province du Sud Kivu reste la plus touchée au cours de cette semaine avec 234 nouveaux cas suspects et 6 décès. Dans la ville-province de Kinshasa, 51 nouveaux cas suspects et aucun décès ont été rapportés durant cette semaine contre 89 cas et aucun décès à la 12e semaine. Par ailleurs, depuis le 23 mars 2026, des cas suspects de choléra sont notifiés dans la prison de Mbanza-Ngungu suite au transfert des détenus en provenance des cachots de Luozi. Au 8 avril 2026, les cumuls s'élèvent à 160 cas, dont 13 décès au total. 2 pavillons sont touchés sur 11 que compte la prison. Plusieurs actions sont en cours pour la prise en charge de cette situation. Note d'information relevant du secteur de transport et voies de communication. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, a présenté au Conseil le plan national de sécurité routière PNSR. Il a indiqué que l'élaboration de ces plans nationaux s'inscrit dans la mise en œuvre de l'instruction du président de la République et vise à lutter contre les accidents des circulations routières qui causent des lourdes pertes en vies humaines et endeuillent les familles. L'examen du diagnostic de sécurité routière relève de manière non exhaustive des constats majeurs qui permettent d'identifier les causes profondes des risques routiers et d'orienter les priorités d'action en matière de prévention et de régulation. Au nombre de ces constats, ici est de relever l'état des engins, le cadre légal et réglementaire, les facteurs humains et l'état des infrastructures routières.
Plus explicitement, les PNSR visent la réduction de moitié du nombre de morts sur les routes à l'horizon 2030. Ils s'articulent autour de quelques objectifs spécifiques, notamment l'actualisation du code de la route ou encore rendre socialement inacceptable le comportement à risque et à renforcer l'éducation et la sensibilisation à la sécurité routière, faire progresser la sécurité des infrastructures routières. Ces plans nationaux s'affirment donc comme un instrument stratégique porteur d'une vision commune et mobilisatrice, tous unis pour réduire de moitié d'ici 2030 les nombres de morts et des blessés dus aux accidents de la route, a conclu les vice-premiers ministres et ministres de Transport qui, par la même occasion, a sollicité du gouvernement la prise d'acte de ces programmes, ce qui a été fait. Note d'information relevant du secteur de l'industrie. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie ad intérim, a entretenu les conseils sur la nécessité d'un large appui gouvernemental pour le recouvrement des créances en souffrance du fonds de promotion de l'industrie estimé à environ 300 millions de dollars pour les financements de projets structurants. Faisant suite à cette préoccupation, il a demandé au conseil d'administration du FPI de faire auditer le portefeuille des dites créances aux fins d'un côté de définir une stratégie plus appropriée et efficiente de recouvrement et de l'autre de détecter d'éventuels dysfonctionnements internes pouvant découler soit d'une organisation impertinente, soit du manque de compétences, soit encore de la persistance de pratiques informelles dans l'octroi de ressources aux porteurs de projets. Cependant, au regard de la nature des dites créances, les dettes étant reconnues, les montants déterminés, les échéances dépassées et les débiteurs identifiés, attendre les conclusions de cet audit pourrait causer un préjudice financier, tant au FPI lui-même qu'au secteur industriel dans son ensemble, particulièrement en ce moment où l'économie congolaise dans son ensemble et les secteurs industriels en particulier ont grandement besoin des ressources financières. Pour ce faire, le ministre de l'Industrie a proposé l'implication du gouvernement par la mise en place d'une commission spéciale qui aura pour mission de catégoriser les débiteurs de bonne ou de mauvaise foi, de négocier des protocoles de transaction pour les créances récupérables à l'amiable, d'engager des actions de recouvrement forcé avec l'appui de la force publique, de proposer des mesures conservatoires sur les patrimoines des débiteurs insolvables, faire accélérer l'avènement du décret portant mesures d'application de la loi numéro 23/032 du 28 juin 2003, modifiant et complétant l'ordonnance loi du 11/89/031 du 7 août 89 portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Note d'information relevant du secteur de l'éducation. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a informé le Conseil de l'organisation de la 13e édition de la Semaine de la Science et des Technologies. Organisée depuis 2014, elle est inscrite pour sa 13e édition au calendrier scolaire officiel. À ce titre, cette édition revêt désormais un caractère institutionnel et structurant pour l'ensemble du système éducatif national. Placée cette année sous le thème « Au cœur du geste technique », elle vise à rapprocher l'école de la pratique, à valoriser les filières scientifiques, techniques et professionnelles, à susciter des vocations chez les jeunes, notamment chez les filles, et à renforcer les passerelles entre l'éducation, la recherche, l'innovation et le monde du travail. Bien plus, cette édition s'inscrit dans une logique de développement des compétences, d'apprentissage par l'expérimentation et d'orientation des apprenants vers les secteurs porteurs pour l'économie nationale. Après qu'elle a présenté l'agenda des activités prévues, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a sollicité l'implication des ministères sectoriels concernés, directement ou indirectement par cette importante célébration, pour marquer le soutien de la République démocratique du Congo aux sciences et aux technologies. Septième note d'information du Conseil de ministres de ce jour, présentée par le ministre du Commerce extérieur et portant sur l'appropriation de l'accord de facilitation des investissements AFID
par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il a rappelé les objectifs de la FID. Il s'agit entre autres d'améliorer la transparence des règles d'une part entre les gouvernements et d'autre part les gouvernements et les entreprises, d'établir des normes claires et cohérentes à l'échelle mondiale en matière de facilitation des investissements, simplifier et accélérer les procédures administratives, mettre en place un cadre mondial favorisant les meilleures pratiques, offrir une assistance technique adéquate aux pays le moins avancés et aux pays en développement. Par ailleurs, dans le cadre de l'élaboration du document programme pays, lesquels prévoient les déploiements d'un plan multisectoriel inclusif fondé sur une production abondante, spécialisée par filière et à forte valeur ajoutée, afin de satisfaire les besoins du marché local et de conquérir des parts importantes dans les marchés régionaux et internationaux. Les investissements directs étrangers constituent un levier stratégique pour le développement des secteurs agricoles, industriels, miniers et les services de la République démocratique du Congo. De la nécessité pour le gouvernement de la République démocratique du Congo de s'élancer dans l'appropriation de ces nouveaux accords de facilitation des investissements pour le développement en vue de tirer les maximums des dividendes liés à la mise en œuvre effective du dit accord. Cela nécessite la poursuite des réformes majeures qui renforcent la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de nos administrations, a conclu les ministres du Commerce extérieur. Note d'information relevant du secteur des infrastructures et des travaux publics. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a informé le Conseil de la présentation de l'approbation du projet de construction du viaduc Bédengaliema. En effet, face à la persistance du phénomène de embouteillage qui paralyse la ville-province de Kinshasa, les axes menant vers le centre-ville, principalement la Gombe, demeurent particulièrement saturés. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics a indiqué avoir initié un projet afin de décongestionner efficacement la rocade nord-ouest ainsi que la route de Matadi. Ces projets d'envergure visent à créer un contournement stratégique de la place Kitamo Magasin et de l'axe Kitamo Boulevard Monjiba Sosimat, zone de forte congestion. L'ouvrage, d'une longueur de 3,50 km en configuration 2 fois 2 voies, est conçu pour établir une liaison directe entre les rocades nord-ouest et nord-est. Le tracé prendra son origine sur l'avenue du Tourisme à hauteur de l'hôpital de la Rive, passera par le site de Chanik pour déboucher directement sur le boulevard Tchachi à proximité de l'hôtel Pullman, vitesse des références estimée entre 60 à 80 km/h, accès par échangeur et rampe contrôlée tracée sur la bordure fluviale et route urbaine. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de ressources hydrauliques et électricité. Le ministre de Ressources hydrauliques et électricité a rappelé la situation de la Régie des eaux, assortie d'une proposition d'un plan d'urgence pour l'amélioration de la desserte de l'eau dans la ville-province de Kinshasa notamment. Ces plans, a-t-il indiqué, visent à répondre aux principaux problèmes opérationnels de la Régie des eaux à Kinshasa, notamment la perte d'un volume important d'eau produit à cause du mauvais état de réseau de distribution qui date de plus de 50 ans, les manques de pièces de rechange et d'équipements pour l'entretien du réseau et les réparations de fuites d'eau, la lutte contre les érosions causées par les pluies qui dégradent l'état du réseau. Par ailleurs, les paiements de consommation d'eau des instances officielles et surtout l'application du nouveau tarif de vente d'eau constituent les principaux moyens pouvant permettre à la Régie des eaux de mettre en œuvre les 10 plans. En exécution de ce plan, les experts du ministère de l'Économie et des Ressources hydrauliques et électricité ont procédé à l'examen d'une proposition de tarif de vente d'eau avec l'implication de la Régie des eaux tenant compte des catégories sociales les plus vulnérables. À la faveur de ce nouveau tarif, la Régie des eaux pourra lancer des actions nécessaires pour résoudre les problèmes opérationnels en rapport avec la distribution de l'eau dans la ville-province de Kinshasa. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a été complété par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, qui est revenu notamment sur la nécessité de faire un audit, notamment sur les universités dites publiques, qui pour la plupart s'approvisionnent sans paiement de facture à la Régie des eaux.
Note d'information relevant du secteur du tourisme. Les ministres du Tourisme ont informé le Conseil de la participation de la République démocratique du Congo à la foire internationale du tourisme qui sera organisée à Durban, République d'Afrique du Sud, du 11 au 14 mai prochain. Cette foire est à la fois un grand salon international du tourisme en Afrique qui réunit les agences de voyage, hôtels, compagnies aériennes et des investisseurs, ainsi que des acheteurs internationaux et une vitrine pour la promotion des destinations des pays africains et des créations des partenariats. Elle vise non seulement à permettre aux pays africains de présenter les meilleurs produits touristiques du continent, mais également à favoriser la collaboration entre pays plutôt que la compétition. Au fin de participer à ces grands événements touristiques qui réunissent des milliers de touristes et entrepreneurs, notre pays doit ainsi prendre des dispositions pour assurer une visibilité à travers un stand moderne qui sera en mesure de présenter les possibilités dans les secteurs touristiques de la République démocratique du Congo. Dernière note d'information présentée au Conseil de ministres de ce jour, le ministre de Sport et Loisirs a présenté les rapports relatifs aux préparatifs des Léopards pour leur participation à la Coupe du Monde au mois de juin prochain. En effet, 52 ans après sa première participation, notre pays retourne cette année à la phase finale de la plus prestigieuse compétition du monde. Ces succès et les fruits des efforts conjoints du gouvernement et de la volonté personnelle du président de la République à qui il a rendu un vibrant hommage. Ces retours sur scène ne devraient pas être une simple participation. Elle doit refléter les nouveaux esprits congolais et notre soft power à l'international. Elle implique alors une préparation méticuleuse qui dictera chaque détail sur l'organisation dans et autour de notre sélection nationale. Le ministre des Sports a rappelé que notre pays, placé dans le groupe K, disputera 3 rencontres au premier tour. Le premier, les 17 juin à Houston, aux États-Unis d'Amérique, contre le Portugal, les 23 juin à Guadalajara, au Mexique, contre la Colombie, le 25 juin à Atlanta, aux États-Unis, contre l'Ouzbékistan. Après la qualification historique, saluée par toute la nation, les joueurs sont repartis chacun dans son club pour y disputer les derniers matchs de la saison 2025-2026 et rejoindront la sélection nationale du 1er au 9 juin pour le stage de préparation qui sera ponctué des matchs amicaux face à des équipes ayant le même profil que nos adversaires du groupe K. En vue de préparer un plan stratégique et holistique, une commission de préparation réunissant les experts de son ministère, de la FECOFA et partenaires autour du staff technique a été mandatée pour proposer un programme détaillé, notamment le choix des adversaires en amical, les lieux du stage, le budget prévisionnel et les autres éléments pertinents. Par ailleurs, il est projeté la constitution d'une commission mixte interministérielle en vue d'étudier les modalités, notamment pour l'obtention des visas pour des supporters congolais, mais aussi pour faire de cette participation de la République démocratique du Congo à cette prestigieuse compétition un événement qui portera le rayonnement du pays. Au 3e chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la 85e réunion ordinaire du Conseil de ministres du vendredi 3 avril 2026. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes, 2 projets de textes ont été soumis à l'examen du Conseil de ministres de ce jour. Il s'agit, par le ministre de Mines, du projet de décret portant sur l'institution d'une réserve stratégique des substances minérales stratégiques. Il s'agit des substances qui occupent une place prépondérante dans notre économie et qui revêtent une importance capitale sur le marché international. La création de cette réserve stratégique vise notamment à contribuer à la stabilisation des marchés des substances minérales stratégiques, à soutenir la politique de valorisation de ces substances minérales stratégiques et à renforcer la souveraineté économique de la RDC sur ces substances. L'autre texte, il s'agit du projet de décret modifiant les décrets numéro 19/16 du 5 novembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité des régulations et des contrôles de marché des substances minérales stratégiques ARECOMS, institution à qui a été attribuée la mission de constituer et de gérer la réserve stratégique créée.
Après débat et délibération, ces deux projets de décret ont été adoptés. Commencée à 14h45, la réunion du Conseil de ministres s'est clôturée à 17h42. Je vous remercie.